L'objectif de cette vidéo est de résoudre un exercice de baccalauréat en mécanique. Il s'intitulait le canon de Paris. Dans un premier temps, il s'agissait d'étudier la quantité de mouvement du système et dans un deuxième temps, l'étude d'un mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. Une troisième partie était consacrée à la vérification des résultats de l'énoncé. La première page présentait le canon de Paris. L'idéal est de repérer les différentes grandeurs qui pourront éventuellement être remobilisées lors des calculs. La deuxième page, elle, présentait trois parties dans la résolution. La première concernait l'expulsion de l'obus, la deuxième, la trajectoire de l'obus, et la troisième, la vérification des données du document. Répondons aux questions de la première partie. On nous dit que le système est constitué de deux sous-systèmes, le tube du canon ainsi que l'obus. Le système est pseudo-isolé. Pseudo-isolé signifie que la somme des forces extérieures qui s'exercent sur ce système est égale au vecteur nul. Alors, comment varie la quantité de mouvement du système pendant cette phase de tir? C'est-à-dire que lorsque le canon va tirer l'obus, il va avoir un mouvement de recul et l'objectif va être de connaître la quantité de mouvement du système pendant cette phase de tir. Alors, la quantité de mouvement du système, le canon ainsi que l'obus vont chacun avoir une vitesse, V0 pour l'obus et V1,C pour le canon. Le vecteur quantité de mouvement s'écrit P est égal à M fois V. On écrit la relation vectorielle entre les deux. L'expulsion correspond à un éclatement du système. Avant l'expulsion, que se passe-t-il? Le vecteur quantité de mouvement est égal au vecteur nul car les deux sous-parties du système, canon plus obus, sont immobiles avant l'expulsion. Après l'expulsion, que se passe-t-il? On sait que le système est pseudo-isolé. Par conséquent, la quantité de mouvement après est égale à la quantité de mouvement avant l'expulsion. Donc, sa valeur ne varie pas. On peut donc en déduire que la quantité de mouvement après l'expulsion, c'est-à-dire pendant la phase de tir, est égale au vecteur nul. Car P avant est égal à P après, et on sait que P avant est égal au vecteur nul. Intéressons-nous maintenant à la deuxième question. On veut en déduire la vitesse de recul du tube lors de l'expression de l'obus, c'est-à-dire que l'on veut connaître la vitesse du canon lorsqu'il a brutalement reculé lors de l'expulsion. On sait que le vecteur quantité de mouvement du système après l'expulsion est égal au vecteur nul. Or, la quantité de mouvement du vecteur après l'expulsion est également égale à la somme des quantités de mouvement de chacun des sous-systèmes. On raisonne en vecteur ici. Or, le vecteur PC est égal à m fois le vecteur vitesse du canon. Le vecteur PO, quantité de mouvement, est aussi égal à la masse de l'obus fois le vecteur vitesse de l'obus. Par conséquent, comme la somme des deux est égale au vecteur nul, alors on peut dire que MC fois le vecteur vitesse du canon est égal à moins MO fois le vecteur vitesse de l'obus. On peut ainsi en déduire une relation entre la vitesse du canon et la vitesse de l'obus, pondérée du rapport de ces masses. Alors ici on remarque que l'on a un signe négatif pour nous indiquer que les deux vecteurs ont la même direction mais sont de sens opposé. Par conséquent, si on veut connaître cette fois-ci la valeur du vecteur VC, eh bien, nous n'avons plus besoin de ce signe négatif, puisqu'on calcule une valeur, c'est-à-dire l'une des trois caractéristiques du vecteur vitesse. En faisant une application numérique, grâce aux valeurs repérées dans l'énoncé, on trouve que le vecteur vitesse du canon a pour valeur 1,68 mètres par seconde. Dans la troisième question, on veut savoir quelle serait la vitesse si le tube était 10 fois plus léger. Alors si le tube était 10 fois plus léger, il suffit de réaliser le même calcul, mais en prenant pour masse du canon une valeur 10 fois plus petite, c'est-à-dire MC divisé par 10. On trouve alors
une vitesse de 16,8 mètres par seconde. Par conséquent, plus le canon a une masse élevée, moins sa vitesse de recul sera grande. Intéressons-nous maintenant à la deuxième partie. Cette fois-ci, le système étudié sera uniquement l'obus. L'objectif va être d'étudier le mouvement de l'obus dans le repère X, O, Y, défini ci-dessous. Alors nous l'avons agrandi juste ici pour pouvoir mieux visualiser le mouvement. Alors on nous dit que le point O est la gueule du canon. On nous indique également qu'il y a un angle alpha entre le vecteur vitesse et l'axe OX, ce qui correspond à l'angle entre le tube du canon et le sol. V0, c'est le vecteur vitesse de départ. Et on nous pose une première question nous disant, en utilisant une loi de Newton, déterminer les coordonnées du vecteur accélération de l'obus. AX suivant l'axe X et AY suivant l'axe Y. Dans un premier temps, on définit le référentiel, donc il est terrestre, supposé galiléen. On a dit que le système étudié était l'obus, et lorsque l'on fait un bilan des forces, on peut indiquer que P est égal à M fois G, et on écrit tout ça avec des vecteurs. Alors d'après l'énoncé, on néglige les frottements et la poussée d'Archimède, par conséquent l'obus n'est soumis qu'à son poids. Il est en chute libre. On applique la deuxième loi de Newton, qui nous dit que la somme des forces extérieures est égale à la masse du système fois son accélération, notamment si la masse du système reste constante. Donc le vecteur P est égal à MO fois le vecteur accélération, ce qui revient à écrire que MOG est égal à MOA. En simplifiant, on obtient cette relation où l'on trouve que le vecteur G est égal au vecteur A. Donc, le vecteur intensité de pesanteur est égal au vecteur accélération. Or, que sait-on du vecteur intensité de pesanteur? On sait que dans le référentiel terrestre, sur des distances qui ne sont pas trop excessives, le vecteur champ de pesanteur est uniforme. G est représenté par chacun des petits vecteurs en rouge que vous voyez ici. Et si on regarde ces coordonnées dans ce repère, les coordonnées de G sont 0 moins G. Donc, G suivant X est égal à 0, puisque ce vecteur est perpendiculaire à l'axe OX, et G suivant Y est égal à moins G. Comme le vecteur A est égal au vecteur G, ce vecteur A va avoir les mêmes coordonnées que le vecteur G. Donc A suivant X est égal à 0 et A suivant Y est égal à moins G. Nous avons ainsi répondu à la première question. Dans une deuxième question, on nous demande d'en déduire les expressions des coordonnées Vx et Vy du vecteur vitesse de l'obus et montrer que les équations horaires du mouvement de l'obus s'écrivent de la manière suivante. Alors les équations horaires sont des équations ici qui dépendent du temps. Voilà pourquoi on parle d'horaire. Vous savez dans votre cours que le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse. Donc pour avoir les coordonnées du vecteur vitesse, donc on a la coordonnée suivant AX qui est égale à la dérivée de Vx, qui est la coordonnée du vecteur vitesse suivant X, et la même chose pour Y. On doit donc trouver des primitives de ces expressions de manière à avoir les coordonnées Vx et Vy. On doit donc trouver une expression de Vx telle que, si on la dérive, on retombe sur 0. On doit donc trouver également une expression de Vy telle que, si on la dérive, on retombe sur moins g. Donc, ici, on voit apparaître deux constantes. Donc, on sait que si on dérive une constante C1, on a 0. Et si on dérive cette expression, on retombe donc sur moins g. Donc, la difficulté va être de trouver C1 et C2. Pour trouver C1 et C2, on va céder des conditions initiales sur la vitesse. Que sait-on de la vitesse à t égale 0? On sait que le vecteur vitesse est égal au vecteur vitesse V0. V0 a des coordonnées V0x et V0y. V0x, qui est cette longueur ici, est donnée par la valeur V0 cosinus alpha. C'est une grandeur positive. V0y est donné par V0 sinus alpha. C'est également une valeur positive.
Je rappelle que V0 est la valeur du vecteur vitesse à t égale 0. Elle correspond à la longueur de ce vecteur, mathématiquement parlant, ou la norme. À t égale 0, la vitesse est égale à V0 cosinus alpha. Or, quelle que soit la date, Vx est égal à C1. Donc si Vx est égal à une constante, quelle que soit la date, et qu'à une date particulière, Vx est égal à V0 cosinus alpha, il n'y a aucune raison pour que cela change au cours du temps. Par conséquent, quelle que soit la date, C1 sera égal à V0 cosinus alpha. Ce qui est vrai à t égale 0 est vrai pour n'importe quelle date, puisqu'on a affaire ici à une constante. Regardons maintenant pour Vy. À t égale 0, Vy à 0 est égal à C2. Mais Vy à 0 est aussi égal à V0 sinus alpha. Par conséquent, on peut dire que C2 est égal à V0 sinus alpha. L'expression de V est donc Vx égale V0 cosinus alpha, donc ça c'est une constante quelle que soit la date, et Vy est égal à moins Gt plus V0 sinus alpha. On a trouvé que C2 était égal à V0 sinus alpha parce qu'à t égale 0, cette grandeur-là est égale à la constante C2 qui est elle-même égale à V0 sinus alpha. De manière générale, on peut déterminer C1 et C2 grâce aux conditions initiales. On pourrait les déterminer également grâce à n'importe quel point de la trajectoire, mais à t égale 0, c'est la configuration la plus simple. Il s'agit maintenant de résoudre la deuxième partie de la question. Nous avons les coordonnées de V au cours du temps. On sait que V est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Vx est égal à dx sur dt et Vy est égal à dy sur d de t. Ça, c'est ce que nous avons trouvé juste avant. Alors, l'idée, ça va être de trouver x et y de telle sorte que, lorsque l'on dérive l'expression de x et l'expression de y, on retombe sur les expressions qui sont ici. X est égal à V0 cosinus alpha t plus C3. On voit bien que si on dérive cette expression par rapport au temps, eh bien, on retombe sur V0 cos alpha. Je rappelle que t ici est la variable. De même que si on dérive cette expression, moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha t plus C4, eh bien, on remarque que l'on retombe sur cette expression. Donc l'un est bien la dérivée de l'autre. De la même manière que précédemment, l'objectif va être de déterminer C3 ainsi que C4. Pour cela, on va encore céder des conditions initiales. On sait qu'à t égale 0, x égale 0. Donc, C3 va être égal à 0. Je peux donc écrire que x de t est égal à V0 cos alpha t. De même que à t égale 0, y est égal à 0 et y est égal à C4. Donc C4, qui est une constante, est aussi égal à 0. Je peux donc écrire que y de t est égal à moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha t. Donc C3 et C4 sont des constantes que l'on peut déterminer grâce aux conditions initiales, comme tout à l'heure. Dans la question suivante, on nous demande d'en déduire l'équation de la trajectoire, y égale f de x. Première étape, on trouve une expression de t. Comment a-t-on trouvé cette expression-là? On sait que x de t est égal à V0 cosinus alpha fois t, donc il suffit d'isoler t. Et si on isole t, on trouve que t est égal à x sur V0 cosinus alpha. Pour obtenir cette expression-là, on part de celle-ci. Ensuite, dans une deuxième étape, nous allons repérer t dans l'expression qui est ici et qui correspond à l'équation horaire où intervient y. Donc, il suffit de remplacer t par l'expression trouvée juste avant. Donc, t, c'est x sur V0 cos alpha. Et on garde V0 sinus alpha ici et moins 1 demi de g. Donc là, on a déjà répondu à la question. Mais on va essayer de simplifier un petit peu cette expression. On sait que V0 ici et V0 là vont se simplifier, que sinus sur cosinus, c'est égal à tangente. Et puis, on va distribuer les carrés de manière à avoir une expression
un petit peu plus élégante. Nous allons maintenant résoudre la troisième partie. Il s'agit dans une première question de déterminer la durée du vol et la portée théorique. Donc dans cette question, il y a deux questions. Reprenons les équations horaires. Si l'on veut la durée du vol, on cherche la date pour laquelle y est égal à 0. Ce qui revient à écrire que y est égal à moins 1/2 de gt carré plus v0 sinus alpha t égale 0. Lorsque l'on factorise par t, on obtient deux solutions possibles pour résoudre cette équation. La première solution, c'est t égale 0, puisque effectivement à t égale 0, y égale 0. Et la deuxième solution est t égale à 2v0 sinus alpha sur g. C'est-à-dire que l'on prend l'expression ici entre crochets, on isole t et on tombe sur cette expression-ci. En faisant l'application numérique, on trouve environ 250 secondes, 2,5 10 puissance 2 secondes en respectant le nombre de chiffres significatifs. La deuxième partie de la question était de connaître la portée théorique, c'est-à-dire la distance ici en jaune. Pour cela, on doit calculer xs, c'est-à-dire la coordonnée du point d'impact de l'obus à partir de t égale 0. Comme on sait que t est égal à 2,5 10 puissance 2 secondes, et donc il a mis ce temps-là à parcourir la distance xs, il suffit de remplacer t par cette valeur, et on trouve la coordonnée correspondante xs qui est égale à 257 10 puissance 3 mètres. Donc ici, la longueur en jaune est de 257 10 puissance 3 mètres. En arrondissant avec deux chiffres significatifs, on trouve une portée théorique de 2,6 10 puissance 5 mètres. Dans cette question, il fallait déterminer l'altitude théorique maximale atteinte par l'obus, connaissant l'expression de la composante verticale de la vitesse qui avait de toute manière été déterminée dans la partie 2. Alors la première chose que l'on peut remarquer, c'est que la vitesse au sommet correspond à un vecteur parallèle à l'axe OX. Cela signifie que sa composante suivant Y est nulle. Alors ça, c'est tout simplement parce que la vitesse est tangente à la trajectoire et la tangente au sommet est parallèle à l'axe OX. Dans un premier temps, on va calculer la date pour laquelle l'obus a cette altitude maximale. Alors, la date pour laquelle l'obus a une altitude maximale est la date pour laquelle Vy est nul, c'est-à-dire la date pour laquelle le vecteur vitesse a cette direction-là. Vy égale 0 signifie que son expression est aussi égale à 0. Donc à partir de là, il suffit d'extraire t, ou du moins isoler t, et on trouve que la date au sommet est de 1,3 10 puissance 2 secondes. Une fois qu'on a la date au sommet, il suffit de l'utiliser pour pouvoir déterminer la coordonnée y au sommet. Donc on connaît l'expression de y qui est égale à moins 1/2 de gt carré plus v0 sinus alpha t, et donc on remplace la date par la date au sommet, TA. On trouve donc une altitude théorique qui est de 7,7 10 puissance 4 mètres. Dans la question 3.3, il faut expliquer l'écart existant entre les résultats théoriques obtenus dans les deux questions précédentes et les données du document. Alors, on peut remarquer ici, si on compare les durées de vol avec la théorie, alors on a tout écrit sous forme de notation scientifique de manière à rendre les grandeurs un peu plus comparables, eh bien on remarque qu'à chaque fois par rapport à l'énoncé, on observe qu'on a une valeur théorique qui est plus grande pour la durée de vol, qui est plus grande concernant la portée et qui est plus grande concernant l'altitude maximale. Alors à quoi est-ce que cela peut être dû? Eh bien c'est tout simplement parce que, avec de telles distances, les frottements ne sont peut-être pas si négligeables que ça, sans compter les conditions atmosphériques qui ont peut-être eu une influence sur les différentes grandeurs. Donc il faut tenir compte des forces de frottement pour étudier ce problème.